Après, il y a l'expérience du Chili, ça c'est en 2 mots, quoi. Donc il faut faire attention, comme tu le disais, attention aux mots aux gens, attention à ne pas leur faire peur, quoi. Parce que les gens ils ne sont pas dans la confrontation. Donc si le moindre truc qui les bloque, ça y est, on ne peut plus parler de la suite. Alors donc, révocation, c'est la meilleure entrée pour moi. Après, sur le Chili, l'expérience chilienne, je trouve qu'on a fait un long débat, nous, avec le monde diplomatique à Créteil sur cette question, et ce que j'en ai ressorti, moi, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, et d'ailleurs, moi, dans la France Insoumise, je ne suis pas d'accord avec les tirages au sort des gens qui nous représentent comme ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ce système-là. Et là, il y a eu beaucoup de gens tirés au sort, qui n'étaient pas des gens qui, à mon avis, avaient bien compris pourquoi ils étaient là. Ça ne peut pas être un programme politique, une constituante. Il y avait des détails, mais qui étaient hallucinants, quoi. C'est un peu comme si en France, on disait, bon, bah, dans la constituante, on enlève le football en France. Et bon, on va perdre, hein. C'est pas un programme politique, quoi. Il faut faire attention à ça, et dans ce qui s'est passé au Chili, c'est ça qui est touchant, et aujourd'hui, enfin, c'est fou, quoi, où on en est, quoi, là-bas. J'espère que la vie va rechanger au Chili, mais c'est tellement quelque chose qui nous a marqué toute notre vie, ce qui s'est passé, toi évidemment, mais nous aussi, hein, parce que vraiment, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on fait. Je suis plus, moi, pour des assemblées de régions, départementales, qui désignent des gens qui auront la constituante, que les gens, alors qu'il y a une poignée de gens tirés au sort, moi je trouve ça plutôt, ça donne un côté fleuri aux choses. Et moi ça je suis plutôt pour. Mais ça ne peut pas être la majorité, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui savent pourquoi ils y vont, et de quoi ils vont parler, et qui ils représentent. Et qui représentent en premier le peuple, quoi. Voilà. Merci. Rappelle ton prénom, Julien, pour une petite histoire, du coup j'étais ancien co-animateur du groupe des jeunes insoumis à Reims. Maintenant je me suis plutôt tourné vers le syndicat étudiant. Du coup j'ai une remarque, vous disiez qu'il y avait un sondage qui avait montré que une bonne partie de la population était favorable à la 6ème République. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on voit dans les sondages pour le choix des partis, hein. C'est quand même le Rassemblement national qui récupère la mise aujourd'hui. Et même en 2022, c'était quand même le point majeur pour moi de l'avenir en commun, la 6ème République, hein, puisque Mélenchon a pu appliquer son programme pendant 1 ou 2 ans. Si la constituante a été acceptée, il serait parti et on aurait refait des élections encore, ce qui était parfois des fois un peu difficile d'ailleurs à défendre sur le terrain, de dire que bon, il allait partir au bout d'1 ou 2 ans, elle va faire grand chose, quoi, et le programme était super long, mais on n'aurait pas eu le temps de faire grand chose. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est vraiment resté en fait dans cette idée de monarchie présidentielle qui a ancré dans les esprits des gens le fait que avoir un homme au pouvoir, un homme fort, avoir un président, c'est naturel, et qu'en fait on n'est pas tellement dans une remise en question du statut de président, mais plus dans ce président-là en particulier, c'est un mauvais président, un peu comme finalement, je remets ça en perspective historique en 89, c'est pas la stature du roi qui est remise en question, c'est plus Louis XVI, et en certaine mesure quand même, puisqu'il a failli à sa mission de roi qui était d'apporter du pain aux gens, quoi, en quelque sorte. Et la deuxième question que j'avais, vous disiez aussi qu'on ne peut pas présenter la chose aux gens comme étant on va faire une constituante et puis c'est la surprise, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que c'est quand même ce qui était un peu présenté dans le programme et même ce que je trouvais un peu flou, dans le sens où là on parlait de la révocation des élus. Et des fois Mélenchon disait oui, alors on fera une 6ème République où ce sera possible de révoquer des élus. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y aura quand même une base imposée par la France Insoumise, et ensuite les gens vont devoir décider des choses, mais pas ça. Donc, je sais que c'est un processus complexe, et j'ai lu le programme, et moi-même, comme je suis à Sciences Po, j'avais des questions assez précises sur ça pour les étudiants de Sciences Po, sur le processus en lui-même. Donc aussi, voilà, si on peut avoir un petit éclaircissement sur ce point-là. Merci. Merci. Un petit dernier, Laurent Arabe. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur plusieurs points. Quand vous parlez du 49.3, un système antidémocratique, moi, la problématique du 49.3, c'est plus de la lâcheté des députés qui ont peur de repasser devant le vote. Parce que si le 49.3 était passé, il y a beaucoup de députés qui seraient passés, ça leur fait peur, donc ils ont préféré s'abstenir. C'est juste par rapport plus de la lâcheté qu'un système antidémocratique. Donc c'est par rapport aux élus que l'on a. Et la deuxième chose, c'est quand vous parlez de la 6ème République. Pour moi, déjà, on y est déjà depuis Chirac, puisqu'on va parler sur le temps long. À partir du moment où on est passé au quinquennat, on a renforcé le régime présidentiel. Donc on a changé pour moi la nature de la 5e. Je ne dis pas qu'elle était parfaite, mais je dis qu'avec un président à 5 ans, l'Assemblée nationale est de facto à la botte du président. Je veux dire encore pire qu'avant. Avant, il y avait les 2 ans qui nous permettaient de faire la transition, etc. Jospin. Là, il n'y a plus cette possibilité-là.
Et enfin, pour la 6ème République, je reviens à ce que disait le collègue, il y a un moment. Et est-ce que c'est le bon moment de présenter ça? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Parce qu'on dit effectivement qu'on va faire une constituante. Et actuellement, malheureusement, la France est énorme quand on voit le Rassemblement national, quand on voit les LR, quand on voit la Macronie, et à droite. Elle est à droite, tu diras ce qu'on voudra, elle est à droite. On peut avoir tous les... Et qu'une constituante actuellement, je ne suis pas sûr que ce qui en sort soit pas une 5ème République renforcée. Par rapport au système, on peut dire, même si je ne suis pas d'accord, je vois l'état du pays, je vois les élections, je vois que malheureusement c'est le Front National qui tire les marrons du feu, à tort ou à raison, il les tire, et que c'est peut-être pas nécessairement le bon moment par rapport au rapport de force, j'entends. Une dernière ou il a déjà commencé à répondre? Oui, tout d'abord, c'est un grand jour, parce que nous sommes à Saint-Maur, une ville de droite, et nous avons une députée de gauche, je dis bien de gauche, pas d'extrême gauche, une députée de gauche qui nous fait le plaisir d'être dans une réunion publique. Et donc, voilà, je voulais déjà souligner ça. Ensuite, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a touché à quelque chose dans la 5ème République, comme on a vu en 62, on a fait élection au suffrage universel du président, ensuite le quinquennat, parce que c'était peut-être plus moderne, on ne sait pas, l'inversion du calendrier qui fait qu'on a d'abord un président et ensuite une assemblée un petit peu élue dans la suite de l'élection. On aurait eu l'inverse, ça changerait beaucoup de choses. C'est-à-dire on aurait actuellement des élections législatives avant la présidentielle, ça changerait les choses. La question que peut se poser, c'est, on va dire aux gens, on va faire une 6ème. Une 6ème, ce sera mieux que la 5ème, qui est mieux que la 4ème. Après, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas réformer la 5ème? Réformer la 5ème en introduisant un peu de démocratie directe, un peu comme il y a en Suisse, plutôt que ce qui redonnerait confiance peut-être aussi dans nos représentants et dans nos élus. Parce que là, ce qui s'est passé actuellement, c'est qu'on se dit on a un président, il est élu pour 5 ans, il fait ce qu'il veut, et puis finalement il trouve tout dans la boîte à outils de la Constitution, tout ce qu'il faut pour pouvoir imposer sa loi. Et donc, la 6ème, ça ne fera pas forcément rêver. Je pense qu'il faut, au coup par coup, modifier, améliorer la 5ème. Merci. Tu me dis quand tu veux faire. Je ne sais pas si elle est capable de faire autant de ça d'un coup. Bonsoir. Alors, je vais dire comme tout. Oui, bonsoir à tous. Je vais rajouter, dire que il est très bon. On n'entend pas. On n'entend rien. On n'entend rien. Il faut le coller là, c'est juste. Ah oui, vous entendez là? On ne vous voit pas non plus. Ah, comme ça, d'accord. Bon, alors, je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais cette réunion est tout à fait bien forte à propos, et on est très content que Raquel nous ait exposé de façon très constructive pour un débat futur. Et je voudrais insister là-dessus. On peut partir dans le débat qu'on aura avec quand on fera des réunions, et je pense que par exemple, nous, à Saint-Maur, il faut qu'on se voit au niveau dans notre groupe pour discuter, dans le groupe France Insoumise, pour discuter après cet exposé et ce débat. Mais je voudrais insister, on part bien du fait, et je pense dans la discussion, et c'est ce qu'on ressent dans les diffusions publiques, c'est qu'on ne veut plus de la 5ème République. On n'en veut plus. Et Thierry l'a bien expliqué, c'est à la suite de ce mouvement massif que cette question arrive. On n'a plus rien à attendre de ce gouvernement parce qu'il fonctionne avec cette constitution de la 5ème. À partir parce que j'ai entendu, je ne sais plus quel député de la droite ou je ne sais pas quoi, qui disait « Ah ouais, alors moi je suis pour qu'il y ait une révision, mais alors il faudrait supprimer l'article 40. » Non, on ne va pas rafistoler la 5ème. Elle n'est pas rafistolable. Le but de la 5ème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement par le peuple et pour le peuple. C'est une espèce de simagrée, et je trouve que nos députés, notamment de la France Insoumise, se débrouillent vachement bien dans cette assemblée. On les accuse de tous les maux, mais ils font un vrai débat qui permet
pour la population. C'est un vrai débat de députés populaires. Alors, ce que je pense après, et c'est ça, il faudra plusieurs, peut-être beaucoup de réunions, mais cette 6e République, c'est vrai que ce n'est pas des sages qui vont la rédiger. Donc, il faut qu'on prépare une constituante. Comment on prépare une constituante? Parce que les députés pour la constituante, ce n'est pas ceux qui sont actuellement à l'Assemblée. C'est une députation spéciale. Et c'est toute une bagarre pour obtenir que ces députés soient en faveur de ce que l'on veut, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Donc il faudra se battre vraiment dans toutes ces réunions, expliquer comment on peut élaborer un programme qui fera qu'une députation à la constituante aboutira à une constitution qui impose la souveraineté populaire. Merci. Bon bah, en fait vous avez déjà commencé. Et c'est ça qui est en fait CQFD. Dès qu'on pose les questions, chacun commence à avoir un petit bout d'avis sur est-ce qu'il faut y aller petit à petit en changeant les articles, est-ce qu'il faut y aller tout de go, faut-il encore un président ou pas, etc. Et je pense que fondamentalement, le plus important, c'est d'ouvrir la conversation et l'organiser. En montrant bien que chacun est légitime à avoir une opinion dessus. Parce que ce sont des sujets sur lesquels on ne nous demande jamais notre avis. Jamais on nous demande notre avis. Mais en fait, c'est pas compliqué d'en avoir un. Faut-il le droit de révoquer les élus en cours de mandat? Moi, je suis d'accord avec toi. Je plaide pour ça depuis des années. Je pense que c'est la réponse au caractère impunitaire de la 5e République. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne réfléchit pas en vase clos. Nos idées sur comment mieux faire partent des défauts du régime actuel. Le régime actuel, son principal défaut, c'est l'impunité politique, c'est l'irresponsabilité politique. Même Thierry Bertrand parlait tout à l'heure des affaires. Mais s'il y a des affaires qui touchent des hautes sphères de l'État, c'est aussi parce qu'il y a une culture de l'impunité qui s'installe, y compris à l'Élysée. L'irresponsabilité politique rejaillit en cascade sur toute la classe politique et vous allez avoir le même type de comportement de petit potentat local à l'échelle. Enfin, vous avez le fait présidentiel au niveau de la présidence de région, au niveau de la présidence du département, ou même au niveau de la présidence de l'Assemblée communale, avec des grandes majorités. Et c'est pas plus facile à la limite d'être dans la majorité dans l'opposition quand vous avez des faits quasi monarchiques au niveau d'une commune où le maire décide tout seul. Donc, c'est ça qui est bien. C'est d'ouvrir la conversation, de s'assurer que tout le monde concourt à cette conversation. Et puis, effectivement, nous, ce qui est bien aussi, c'est qu'on donne un peu plus d'épaisseur à notre programme constitutionnel. Parce que le moment venu, il faudra bien, comme ça a été justement dit, se présenter avec des options pour que les gens tranchent. Et de ce point de vue, moi, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, tu l'as dit, à propos du tirage au sort. Le tirage au sort, je vois bien en quoi ça peut être très utile pour améliorer la décision politique à plein d'échelles, à plein d'échelons. Le grand intérêt d'une assemblée de tirage au sort, c'est que tirer au sort, c'est d'abord sociologique. C'est qu'en fait, elle est plus représentative sociologiquement de la France, enfin des habitants du moins, que par l'élection. Ça, c'est statistique. En revanche, un tiré au sort, il a de compte à rendre à personne. Donc si vous dites le problème de la 5e République, c'est que les gens sont élus, puis après ils tournent le dos à leurs électeurs en disant bah tant pis pour vous, bah, la réponse c'est bah non, avec la révocabilité, le souverain garde un peu la laisse courte, mais si vous êtes tiré au sort, c'est l'ordinateur qui vous a tiré au sort, donc vous devez rendre de compte à personne. C'est une des faiblesses d'un système totalement tiré au sort. Et d'ailleurs, mais j'y reviendrai juste par parenthèse, l'Assemblée constituante chilienne n'était pas tirée au sort.
Non, ça c'était pas. Mais elle avait aussi d'autres défauts, mais je reviendrai, mais c'était pas celui-ci. C'était pas celui d'être tiré au sort. La question la première que je voulais aborder, c'est celle sur la façon dont vous analysez le 49.3. Vous avez dit que le 49.3 manifeste la lâcheté des élus davantage que l'abus de pouvoir de l'exécutif. C'est ça, si j'ai bien compris? Totalement. Bon. Bah ça, pardon, mais c'est factuellement faux. Coquer les élus lâches, ça, bon, je ne discute pas. Mais ça n'est que le président de la République en Conseil des ministres qui a le pouvoir de déclencher le 49.3. Le 16 mars, il y avait 577 députés dans cet hémicycle qui étaient prêts à voter. Et certains auraient voté contre la loi, certains auraient voté pour, et l'issue était un peu incertaine. Et c'est pour ça que 10 minutes avant le vote, le président a réuni à l'Élysée un Conseil des ministres et a donné donc la consigne à Madame Borne d'entrer dans l'hémicycle et d'annuler le vote qui était pourtant prévu à l'ordre du jour. Donc là, si vous voulez, là, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a un pouvoir qui est utilisé par une personne dans le cadre de la conception éthique qu'elle se fait de son propre pouvoir. Et le président de la République, il a ce pouvoir du 49.3 qui existe dans le texte. Alors, aujourd'hui, donc, la question est posée. Faut-il encore le 49.3? Plutôt non. Est-ce qu'on l'enlève au coup par coup? Est-ce qu'on dit, par exemple, on met en place dans la Constitution un mécanisme qu'on appellerait RIC et qui permet, par référendum, au coup par coup, de changer tel ou tel article? Pourquoi pas? Mais il y a un défaut à cela. C'est que, en réalité, les articles sont connectés les uns les autres. Les fonctionnements institutionnels sont connectés. Par exemple, quand la gauche, elle a accepté le quinquennat en se disant on va réduire le pouvoir du président. En réalité, ça a provoqué exactement le contraire, comme ça a été dit. Sauf que ce n'était pas dans les résultats escomptés à l'époque. Les résultats escomptés à l'époque, c'était bien d'enlever ce caractère monarchique du septennat. Donc en réalité, si vous n'êtes pas en train de réfléchir dans la globalité de comment s'organisent tous les pouvoirs et comment tel changement de règle va avoir des conséquences sur l'équilibre global, c'est aussi une difficulté. Vous pouvez courir et toujours dire ok, bah, tel article, tel article, tel article. Moi, aujourd'hui, je suis dans une position très ouverte. Très ouverte. Et d'ailleurs, j'ai lancé à l'Assemblée nationale un groupe de travail de l'intergroupe parlementaire du PES, dont, et ça a été rappelé par Mehdi, dont l'objet est vraiment de ronger l'os. C'est-à-dire que nous faisons des auditions, nous auditionnons des constitutionnalistes, des politologues, là on va auditionner des syndicalistes, des historiens, des essayistes, on les met d'ailleurs un peu ensemble pour faire la conversation. Et on se pose la question de savoir, quelle est la nature de la crise en cours? Y a-t-il une crise et pourquoi? Du coup, à partir des raisons qu'on identifie comme étant les causes de la crise, quel type de profil devrait avoir la nouvelle constitution et quel est le chemin pour y arriver de façon légale? C'est la question qu'on se pose. Et donc on en est déjà rendu, là on a notre 4e audition mercredi, c'est disponible en ligne sur ma page YouTube, ce sont des auditions qui durent 3 heures, donc là on est déjà à 9 heures d'audition, et c'est quelque chose qu'on mène de concert à l'échelon NUPES, vraiment, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une espèce de discussion, de négociation, de bout de gras, de ton parti et mon parti. L'idée vraiment c'est de se forger de façon assez bienveillante et ouverte une opinion sur tout ça, d'autant que, par exemple, je le dis du point de vue des insoumis, nous les insoumis, jusqu'à présent, on n'avait jamais réfléchi autrement que par le chemin présidentiel. Donc en 2012, on a dit, ok, on va élire Mélenchon président, il va faire la constituante, bon, et puis on a perdu. C'est pas grave, on va faire en 2017. Et en 2017, on a perdu. C'est pas grave, on va faire en 2022. Et en 2022, on a perdu. Donc là, je me dis, je ne peux pas attendre 2027, en fait. On ne peut pas, en tout cas, du moins, attendre 2027 pour que la conversation prenne réellement corps dans la société. Peut-être qu'au final, on sera obligé d'attendre 2027. Ou pas. Ou pas. D'accord? Ou pas. Parce que c'est aussi une réalité nouvelle, en 5e République, c'est pas prévu comme ça, que le président n'est pas la majorité dans l'hémicycle.
hors configuration de cohabitation telle que ça a été mentionné. Donc on est dans une situation nouvelle où le conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est d'une intensité rare. Rare. Et dans cette guerre, en fait, dans cette bagarre à mort que se livrent l'exécutif et le législatif, je rappelle que seul le pouvoir législatif est représentatif. D'accord? Le pouvoir exécutif, il n'est pas représentatif, c'est pas sa fonction, ils sont élus par personne, ceux-là. Ils sont nommés par le président. Dans cette bagarre, il y a un outil de l'exécutif, c'est de dire du mal du législatif, de le dénigrer. Ah, on est mal habillé, on parle fort, on est trop cher payé, ça sert à rien, c'est le bordel, ingouvernable, lâche, blablabla, blablabla, tout est de la faute à eux, le Parlement. D'ailleurs, on va rénover la Constitution et d'ailleurs, on va passer de 500 députés à 300 parce que de toute façon, il y en a trop. Ça vient, c'est un discours qui est directement branché sur l'Élysée. Directement branché sur l'Élysée, parce que l'Élysée, il voit bien que le pays tout entier est contre lui, et donc il essaie un peu de diffuser, de diluer la responsabilité. Donc nous, il ne faut pas non plus trop qu'on se trompe de bagarre, si vous voulez. Moi, je suis tout à fait pour droit de révoquer les élus. Je suis pour critiquer le défaut de représentativité des élus, etc., le biais sociologique, et même la façon dont nombre d'élus sont là pour représenter certains intérêts lobbyistes, des intérêts des ultra-riches, etc. Ok. Mais fondamentalement, le conflit qui est à l'œuvre aujourd'hui, en tout cas qui s'est manifesté dans le conflit des retraites, n'est pas un conflit interne à l'Assemblée nationale. Pour la raison que si nous avions voté, ben nous aurions gagné ce vote. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vote. C'est parce que nous étions majoritaires dans la salle. Voilà. Donc le problème, il n'était pas d'être pas assez nombreux ou qu'en face, ils étaient trop nombreux. Non. Le problème, c'est l'Élysée, c'est le pouvoir présidentiel. C'est le pouvoir présidentiel. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans le débat. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'il faut partir de la question « faut-il encore un président de la République ?», je suis sincère, je pense qu'il faut partir de la question. Alors, peut-être que j'ai donné trop rapidement mon avis sur la réponse. Et ça a peut-être un peu caché ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord poser la question. Et qu'à partir de là, ça génère des discussions. Parce que c'est la question à laquelle tout le monde... C'est le plus simple, parce que la plupart des gens ont voté à la présidentielle une fois, ou ont vu passer une campagne qui s'appelle la présidentielle. Plus que toutes les autres campagnes. Voilà. Alors, dans ce contexte actuel, on le disait, il faut jouer la carte de l'incarnation de ce qui est pacifique, de l'incarnation de ce qui est démocratique. Mais attention, c'est vrai qu'on a face à nous certaines élites qui ont développé un discours peuplophobe. Et ce, depuis au moins 2005, le traité constitutionnel européen. Depuis 2005, vous avez des élites économiques, politiques, intellectuelles qui se disent « Mais c'est quoi cette idée de demander aux gens leur avis ?» Qui est le fou qui a eu cette idée de demander aux Français leur avis sur le traité constitutionnel européen? Donc en réalité, ils développent des idées peuplophobe et ils se disent finalement, c'est peut-être pas le meilleur système, le système où le gouvernement, ce serait le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et c'est une réalité. D'ailleurs, il y a Rémi Lefebvre, qui est professeur de sciences politiques, nous le disait dans l'une des auditions. Si on regarde les reculs de l'idée démocratique, on va en trouver, certes, dans le peuple populaire, mais on va en trouver dans les très hautes sphères des CSP++, des gens qui se disent finalement, ces gens, voilà, c'est pas à eux de décider. Donc nous, par rapport à ça, il faut faire aussi attention, parce que je vois bien que derrière l'idée de se dire, oui, mais alors quid de l'extrême droite, est-ce qu'ils ne sont pas déjà trop puissants pour qu'on puisse les accepter au sein de notre constituante? C'est ça l'idée sous-jacente. C'est, puisque l'extrême droite est à 30%, 25%, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est prudent, au fond, de refaire peuple, de refaire la règle commune tous ensemble? C'est vrai que c'est un pari, mais c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est que la Ve République perdure, avec l'affrontement d'un peuple avec un président, que le président n'a d'autre outil que la répression pour faire valoir les intérêts oligarchiques,
et que ça génère de la violence, et au final, on y retourne à la case extrême droite. D'accord? Parce que l'extrême droite, elle n'attend que ça. Le bordel généralisé pour dire, attendez, vous voulez de l'ordre? C'est moi. Donc, au final, de toute façon, si on ne veut pas ça, c'est pour ça que j'ai cité Albert Camus tout à l'heure, et la démocratie malade et le fascisme qui vient à son chevet, mais pas pour prendre des signes nouvelles. Ça, ce chemin-là, de la violence, ça va mener à l'extrême droite. En revanche, la paix peut produire quelque chose de républicain. Parce que dans ce grand débat entre la nation civique et la nation ethnique, ben depuis 230 ans, quand même, à chaque fois qu'on y répond de façon démocratique à cette question-là, c'est la République qui gagne. La République a reculé, mais jamais par des voies démocratiques en France. Et à chaque fois que, quand vous avez des nouvelles constitutions qui sont élaborées, et alors quand elles sont élaborées par des cadres larges comme l'Assemblée constituante ou l'Assemblée nationale qui se fait constituante, vous avez ces moments où il y a des grandes déclarations de droits nouvelles. Vous avez des avancées dans les droits fondamentaux. Et c'est quand les constitutions en France ont été écrites par des petits groupes qu'il y a eu des reculs sur les droits fondamentaux. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est la vogue de dire « Ah mais si, les gens, si vous donnez le pouvoir aux Français, ils vont rétablir la peine de mort. » C'est faux. C'est faux. Ils vont interdire le mariage pour tous. C'est faux. En fait, c'est faux. Et toute l'histoire montre qu'à chaque fois que les Français ont eu la possibilité eux-mêmes de se définir des grandes libertés, eh ben, ils ont fait avancer les libertés. Et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant dans la Sixième République. C'est l'idée que... Non, je n'ai pas le... Alors, oui, c'est mieux. C'est l'idée que, je le disais, il y a quelque chose de patriotique dans le fait d'accepter de faire constitution tous ensemble. Encore une fois sur le terrain patriotique, parce que moi ça ne me gêne pas, je pense qu'on est en combat avec l'extrême droite, on est en concurrence. Je pense qu'une personne, et c'est les Gilets jaunes qui nous ont renseigné là-dessus, et Thierry avait vraiment tout à fait raison, j'ai beaucoup aimé sa formule quand il dit que le mouvement des retraites c'est l'enfant légitime du mouvement des retraites de 2012 et du mouvement des Gilets jaunes. Autour du rond-point, il y avait des personnes qui venaient dans leur bagage avec leurs angoisses, les angoisses sur les immigrés, sur l'islam. Mais quand ils étaient au rond-point, vous voyez bien que ce qu'ils faisaient du commun, c'était rétablir l'ISF, obtenir des nouveaux droits que par le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Donc, c'est pas qu'ils allaient fondamentalement changer d'avis, mais ils avaient rangé dans leur petite poche ces angoisses-là, parce que ça faisait pas commun. Et en réalité, c'est ça la politique. C'est quand quelque chose une dynamique prend le dessus. C'est pas que soudainement du jour au lendemain quelqu'un est raciste et puis il l'est plus. C'est pas ça. C'est par exemple le fait que vous vous battez contre la retraite à 64 ans avec votre collègue qui est maghrébin, parce qu'on est tous ensemble dans la grève contre la retraite à 64 ans. Et peut-être qu'il y a 10 jours vous étiez en train de dire pique-pendre sur les maghrébins. C'est ça la complexité de la vie politique. Donc nous, il faut faire le pari de ça. Il faut faire le pari de la dynamique. Il faut faire le pari de la victoire, d'être entraînant. Moi, je crois beaucoup à ça parce que sinon, on renonce à tout. Sinon, on abandonne. Et quant au fait que les sondages donnent, pour répondre à Safia, donnent un avantage au FN en sortie de mouvement des retraites. J'en ai pas en tête de ces sondages-là, mais c'est vrai, on en a tellement entendu parler à la télé qu'on a un peu intégré la chose. Peut-être qu'il faudrait aller voir de plus près. Mais franchement, l'extrême droite, elle prospère quand la conversation, c'est une conversation dans leur sujet. C'est-à-dire, si on parle d'immigration, si on parle religion, islam, etc., ok, ils sont comme un poisson dans l'eau et ils avancent. Si on parle justice sociale, si on parle retraite, ils disparaissent. Ils n'existent plus. À l'Assemblée nationale, ils ont déposé moins d'amendements à la loi retraite que les macronistes eux-mêmes. Ils n'avaient rien à dire. Ils étaient là, ils rangeaient leurs freins. Donc, moi, je ne l'ai pas constaté. Je ne sais pas si vous l'avez constaté et comment vous observez la chose autour de vous, parce que les sondages aussi, il faut aussi des fois partir de ce qu'on voit. Moi, je n'ai pas constaté autour de moi, pendant le mouvement des retraites, que les idées d'extrême droite aient progressé. J'ai plutôt eu l'effet, l'impression, à l'inverse, que tout le monde, en fait, parlait justice sociale, fruit du travail, partage du fruit du travail, la question de la liberté, la question de la vie, la question de... Voilà. Donc,
je n'y crois pas trop à cette idée que tout ce mouvement, ce qu'il a produit, c'est du FN. Après, c'est évident que, puisque l'Élysée et l'exécutif ne veulent surtout pas que nous soyons le débouché politique de ce conflit, il s'appuie très clairement sur l'extrême droite pour tenter de nous dénigrer. Et y compris dénigrer le Parlement. Donc c'est tout le discours, soit ils sont mal habillés, ils sont mal fagotés, ils parlent trop fort et blablabla, et regardez l'extrême droite comme ils mettent leur cravate et que c'est... Ah là là, que c'est des gens bien et polis. Madame Le Pen, c'est les polis. Bon. Ça c'est un discours, voilà, du bonjour à la dame. Donc, après, si c'est ça, qu'à cela ne tienne, on peut aussi dire bonjour à la dame. Enfin, je veux dire, moi aussi, des fois, je me dis pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en rajouter. Personne ne nous demande d'en rajouter. Tout le monde sait très bien ce qu'on défend. Mais fondamentalement, ce que je veux souligner, c'est que j'ai du mal à y croire. Mais je ne dis pas que le danger n'existe pas, hein, de l'extrême droite. De toute façon, ils ont fait leurs résultats au premier tour de la présidentielle. Ça, c'est une réalité. Ils sont arrivés au second tour et pas nous. C'est une réalité. Ça c'est une réalité. C'est pas un sondage. C'est une réalité. Et pour moi, cette réalité-là, elle commande de créer un espace de rassemblement qui soit supérieur au leur sur un terrain où on va les battre. Et ce terrain-là, ça ne peut pas être que les questions sociales ou environnementales. Premièrement, sur les questions sociales, pourquoi? Parce que ça fait des années et des années que la gauche défend ces sujets-là. Et qu'aujourd'hui, quand vous faites du porte-à-porte, et que vous dites, nous, on va augmenter le SMIC, on va indexer les salaires sur l'inflation, on va faire les services publics, etc., tout le monde dit, ah, ben, c'est formidable, mais ouais, vous allez peut-être nous trahir, en fait. Et du coup, parce que les gens sont renseignés aussi par les expériences antérieures, et qu'il y a le meilleur ami des puissants, il porte un nom, c'est le dégoût. Le dégoût populaire. Et ce dégoût populaire qui provoque de l'abstention, qui provoque de la défiance, surtout dans les classes les plus populaires et donc les plus concernées par les besoins de changement du système, c'est leur meilleur ami à eux. Et tous les jours, ils travaillent sur ces dégoûts. Donc nous, là-dedans, par rapport à ça, il faut bien identifier le sujet. C'est pas seulement le fait d'avoir le meilleur programme social qui compte. C'est aussi, par exemple, de dire, bah, nous, on accepte d'être révocable. Donc, vous ne faites pas confiance, vous ne faites pas confiance, c'est pas grave. En fait, je ne vous demande pas de me faire confiance. Ce que je demande, c'est que vous, en tant que corps électoral, vous fassiez confiance à vous-même dans votre capacité de contrôler les élus. Il faut faire passer la défiance en contrôle. On n'arrivera pas à faire passer la défiance en confiance. Défiance, contrôle. Voilà, c'est ça les réponses qu'il faut. Et face au dégoût, eh ben, il faut avoir quelque chose qui soit à l'inverse, quelque chose qui donne envie. Et moi, je suis absolument convaincue que la 6ème République fait partie de cela. C'est pas... À quoi j'ai pas répondu? Julien disait, je termine juste là-dessus, Louis XVI, c'est lui, c'est pas le roi qui a aboli. En 89. Après, non, mais c'est-à-dire qu'avant 1789, c'est la philosophie des Lumières, ça fait des décennies, des siècles qu'il y a des philosophes qui parlent de la question du pouvoir lui-même, qui envisagent la fin de la monarchie absolue, et même en réalité la monarchie absolue. En fait, il y a un essayiste qu'on a auditionné qui s'appelle Alphée Roche-Noël. Alphée Roche-Noël, il a écrit un livre, un essai qui s'appelle La France contre la France contre le monarque. En fait, le discours de la servitude volontaire sur la servitude volontaire de la Boétie, il avait un autre titre. Ça s'appelait Le contre-un. Et en réalité, ce que raconte Alphée Roche-Noël dans l'histoire de la France, c'est qu'il y a une forme de mouvement pendulaire, où il y a des moments où la concentration du pouvoir est contestée par une dilution du pouvoir plus horizontale, par exemple à l'échelon des communes, la prise de pouvoir des communes, et que la question de la monarchie, et le caractère absolu de la monarchie, en plus, n'est pas une donnée initiale. Je rappelle qu'au début, les rois étaient élus. Les rois étaient élus. C'est progressivement que s'impose cette idée de monarchie droit divin et monarchie absolue. Donc en réalité, c'est bien la fonction elle-même qui est questionnée. Et au bout, évidemment, la fuite à Varennes, ça va être l'occasion, etc. Et il a trahi, donc voilà, plouf. Et puis Saint-Just va dire qu'au moment du procès, parce que l'Assemblée nationale se transforme en haute cour, et puis il va dire, cet homme doit régner ou mourir. Parce que si on le maintient en vie, il va toujours vouloir revenir.
Mais donc c'est bien la fonction en réalité. Et moi, je dis la même chose sur la fonction présidentielle. En fait, cet homme doit présider ou mourir. Pas lui, hein. Le président de la République. Parce que, comme ça a été dit, c'est vraiment la figure la plus familière de la politique française. Donc si on lui en laisse même un tout petit bout de pouvoir, ça va remettre en cause le projet démocratique. Je ne dis pas que la 7e République, il ne peut pas y avoir un président, etc. Chaque génération, ou toutes les 20 ou 30 ans, on doit pouvoir avoir cette liberté de se regarder en face les uns les autres et se dire qu'est-ce qu'on a envie d'être tous ensemble. Mais en 7e République, moi je pense qu'il va falloir qu'on s'en débarrasse. Mais, attendez, hein, c'est pas moi qui décide. On a même dit, alors nous, dans notre programme, il y a écrit que les députés n'ont même pas le droit d'être candidats à la Constituante. Ah oui, pardon, je suis déjà très très longue, mais le Chili. Le Chili, c'est un cas intéressant parce que, d'abord, l'Assemblée constituante naît dans un mouvement populaire social. Et c'est une revendication, l'Assemblée constituante, qui est familière des Chiliens parce que les voisins d'Amérique du Sud sont déjà en train de faire ça depuis le début des années 2000, en 1999. Mais au Chili, on est 20 ans après, et donc il y a un grand mouvement social dont les principaux mots d'ordre, les deux principaux mots d'ordre sont école gratuite de qualité pour tous, de la maternelle à l'université, parce que le pinochetisme a totalement tout privatisé, marchandisé l'école et vraiment dégradé l'accès du peuple à l'éducation par cette privatisation. Et deuxième revendication, fin des fonds de pension. C'est pareil, la dictature pinochetiste a inventé, avec les Chicago Boys, les économistes américains, a inventé les fonds de pension privés. Donc, le mouvement dit fin des fonds de pension, c'est No Mass AFP, et école gratuite de qualité pour tous. Alors, ils disent, ok, constituante, parce qu'ils comprennent que pour obtenir ces deux revendications-là, il faut changer la Constitution en vigueur, qui prévoit des majorités de 2/3 pour certaines lois organiques, par exemple la loi organique sur l'éducation. Donc il faut changer la règle du jeu. Jusque-là, c'est limpide. Assemblée constituante. Et l'Assemblée constituante, elle travaille dans un cadre très contraint. D'abord, elle a 9 mois, et puis elle a le droit à 3 mois de plus. Et puis, elle part un peu loin par rapport à la demande du mouvement social lui-même. Ça, c'est mon avis. Hein. Elle part un petit peu loin. Par exemple, sur un sujet qui est la question l'idée de plurinationalité. Par exemple, la Bolivie, c'est un État plurinational. Parce qu'on va considérer que les différents peuples indigènes, Aymara, Quechua, etc., constituent tous ensemble un pays commun, mais qui est plurinational. On accorde l'idée de nation à chacune de ces peuples indigènes. C'est pour ça que le drapeau bolivien moderne, il est avec ces petits carreaux, là, on voit toutes les couleurs, etc. L'idée de plurinationalité au Chili, c'est quelque chose qui n'est pas encore une grande majorité. Les Chiliens ont beaucoup plus de mal, par exemple, à devoir choisir. Est-ce que je suis mapuche, est-ce que je suis chilien, est-ce que je ne pourrais pas être les deux? Il y a l'idée d'une unicité de la République qui est plus forte. Assez similairement à la France, d'ailleurs. Et alors, ce qui n'empêche pas que... il y avait besoin de purger la question mapuche, parce que les mapuches ont été colonisés, assassinés, leurs terres volées pendant des décennies, des siècles. Et donc, il y avait vraiment quelque chose là à réparer. Mais la réponse n'était pas forcément celle-ci, n'était pas forcément la bonne réponse. Et en revanche, ils sont restés un peu en dessous sur fonds de pension et école, qui est peut-être le plus grave. Parce que si la Constituante avait livré en fait, le mandat initial sur école et sur fonds de pension, peut-être que les autres auraient dit, bon bah, ok, on laisse passer sur Mapuche, on verra bien ce que ça donne. Mais là, du coup, ils ne gagnaient pas ici et ils perdaient là. Et en fait, la droite et la réaction, s'appuyant sur des médias extrêmement puissants qui ont menti du soir au matin sur le contenu de l'Assemblée constituante, du projet de constitution, ça finit par perdre. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, c'est que le jour de l'élection des membres de la Constituante, il y a 6,5 millions de personnes qui sont venues voter sur un corps électoral de 14-15 millions. Et le jour du vote référendum de sortie, c'est 13,1 millions d'électeurs. Donc en fait,
la Constitution est une vraie réussite du point de vue de la mobilisation démocratique du pays. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est qu'en réalité, le pays s'est reconstitué effectivement comme corps électoral, souverain, à l'occasion de ce moment de refus du projet constitutionnel. Et du coup, on ne peut pas dire que ce n'est pas un projet démocratique intéressant, ça l'est. Mais moi, ce que j'en tire comme enseignement s'agissant de notre projet français, c'est qu'il faut quand même faire attention à ne pas trop cavaler devant. Il ne faut pas trop cavaler devant. Les règles constitutionnelles ne peuvent pas être adoptées à 50% plus 1. Elles ne peuvent pas être adoptées à ric-rac. Il faut qu'on passe d'une situation actuelle où le consentement à l'ordre établi fait totalement défaut, à une situation où le consentement, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus approfondi. Donc il faut viser des majorités plus larges. Je ne dis pas qu'il faut que dans le règlement intérieur, il y ait écrit que toutes les lois, enfin tous les articles doivent être votés aux 2/3, mais c'est l'idée. Moi, je suis convaincue de ça. Donc je pense qu'il va falloir accepter le moment venu, des fois, de mettre un peu d'eau dans son vin. Pour y arriver. Pour y arriver. Parce qu'on va devoir se mettre d'accord avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et il y aura des votes, de toute façon, donc à la fin, il y aura des votes qui vont arbitrer tout ça. Mais dans l'idée, il faut que ça marche, on ne peut pas se rater. Parce que le backlash, comme on dit maintenant, le mot est devenu usuel, le backlash, c'est le retour de bâton, c'est l'effet boomerang. Donc par exemple, on parle d'effet backlash par rapport au féminisme. Donc on dit que les avancées féministes ou alors le mouvement MeToo crée un backlash viriliste, macho. Voilà, on parle de ça. Et ben, en fait, au Chili, il y a eu un backlash, un retour comme ça, de bâton très fort, de l'ancien régime en quelque sorte. De l'ancien régime qui se rebiffe. Ça aussi, c'est une donnée permanente de tous les processus constituants. L'ancien régime se défend. L'ancien régime se défend. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt à cette bagarre. Il faut être prêt à cette bagarre avec tous les outils juridiques, avec tous les outils populaires, tous les outils démocratiques pour la gagner. Une dernière question. Merci beaucoup, Raquel. Merci à vous. C'était un plaisir, c'était bien connu. Écoutez, merci à tous d'être venus. Ouais, alors la prochaine réunion du jeu, on en parlera. Voilà. On compte sur vous pour amener tous ces fruits un peu partout. Et puis, voilà, merci beaucoup.